Bonjour à tout le monde. C'est Jean-Sylvain Kunga, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors nous allons continuer la deuxième partie de notre formation concernant les dimensionnements d'une semelle excentrée. Alors précédemment, dans la première partie, nous avons bien sûr dit déjà comment prédimensionner notre semelle à la main, et nous avons déjà prélevé presque toute l'information. Nous avons toutes les données qui pourront nous aider de manière à ce que nous puissions donc dimensionner notre semelle excentrée. Alors, aussi longtemps que nous avons déjà eu presque toutes les informations, nous allons passer directement, sans plus tarder, nous allons passer directement au dimensionnement pour vous montrer comment peut-on dimensionner une semelle excentrée. Voilà. Alors sur ce, je rentre directement dans le projet. Voilà, je suis là dans le projet. Nous savons très bien que notre semelle excentrée se trouve à ce niveau. Numéro du nez, c'est au numéro 49. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord cacher le numéro du nœud. Je vais cacher aussi les appuis. Alors, je sais que le numéro, c'est le numéro 49. Et puis, je viens ici. Là, on écrit nœud. Je vais tout simplement écrire le numéro du nez, donc le numéro de la semelle excentrée. Et puis, je fais Enter. Quand je fais Enter, vous allez remarquer que c'est déjà sélectionné, c'est en jaune. Vous voyez? Donc, c'est déjà sélectionné en jaune. Alors, comme c'est sélectionné, je peux directement passer au dimensionnement. Alors, comment je fais? Je viens directement ici, je prends donc dimensionnement, je clique là-dessus, je prends dimensionnement, et puis à partir d'ici maintenant, je viens directement ici, je prends ferraillage, élément réel, donc ferraillage réel, élément béton armé, je vais cliquer, je clique, je vais patienter un tout petit peu, je vais patienter un tout petit peu. Voilà ce que robot m'a donné. Donc il y a un tableau de synthèse de paramétrage. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais décocher d'abord LS puisque je vais dimensionner ma semelle en ELI. Je prends ELI et puis je vais faire OK. Voilà, je vais patienter. Et puis vous allez remarquer qu'ici il n'y aura rien. Alors pour visualiser, pour avoir la possibilité de voir directement votre semelle, je viens ici, je vais cliquer chez plus, je clique là-dessus, je vais patienter. Voilà, la semelle que je suis en train de dimensionner, le numéro de la semelle tel qu'on avait donc vérifié, c'était le numéro 49. Le numéro 49 que vous voyez ici, voilà, c'est ça, le numéro 49. Alors, je suis là, il faut toujours vérifier le numéro 49. Je vais double-cliquer là-dessus. Une fois double-cliqué, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Alors, maintenant, sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant à ce niveau? C'est-à-dire que je vais directement soit faire le paramétrage. Je peux soit dimensionner, considérer premièrement ma semelle comme une semelle centrée, c'est-à-dire j'avance avec les paramétrages, tout ce que vous voyez à ce niveau, je lance les calculs pour voir d'abord les comportements de ma semelle centrée, et après maintenant je vais excentrer directement cette semelle et puis je vais recalculer. Donc ça c'est la première possibilité. Je peux laisser ça comme ça par défaut, je fais d'abord les paramétrages, je fais tout le paramétrage déjà, et puis je vais lancer les calculs pour vérifier d'abord le prédimensionnement de ma semelle centrée, et après je vais maintenant décaler cette semelle de manière à ce que ça soit excentré, ou alors je peux directement déjà excentrer cette semelle, donc ça dépend. Donc vous avez des possibilités, soit vous excentrez directement la semelle avant de calculer, ou encore calculer d'abord la semelle étant comme une semelle centrée et vous allez excentrer ça après. Alors, par rapport à notre formation, nous allons d'abord calculer la semelle telle que ça se représente. Nous allons calculer ça comme une semelle centrée pour voir d'abord le prédimensionnement que le robot va nous donner avec celle que nous avons calculée à la main. Et c'est à la fin que nous allons excentrer maintenant cette semelle. Donc voilà, c'est comme ça que nous allons procéder. Voilà.
Voilà. Alors, je viens ici, à ce niveau. À ce niveau, je prends paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage, je laisse tout par défaut. Je laisse tout par défaut comme ça. Et puis, je viens ici, je prends option de calcul. Option de calcul ici. Voilà. Le sens des enrobages. Je laisse comme ça, 5 cm. Ici, oui, c'est bon. De l'autre côté, ici, je prends 2.5. Ça dépend. Moi, je prends 2.5. Voilà. Et puis, je viens ici. Coefficient de sécurité, je laisse à 1. Je prends 1. Je prends béton ici. Je prends béton 20. Poids volumique, ici, je prends 2500. 2500 diamètre du granulage, je laisse 20. Acier longitudinal, haute adhérence 400. Je prends barre de 12 et barre de 14. Et puis acier transversal ici, haute adhérence toujours 400. Je prends barre de 6. Acier additionnel, haute adhérence toujours 400. Je prends barre de 12 et barre de 14. Et puis je fais OK. Alors je viens maintenant à ce niveau ici. Je prends disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici. Je laisse tout par défaut comme ça. Je laisse les espacements par défaut. Je clique sur avancer. Automatique, c'est bon. Je ferme. Je viens ici, je prends phi. Alors au niveau des phi, le problème c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Lorsque vous dimensionnez les projets à ce niveau, et beaucoup plus quand moi j'ai fait des projets que je suis en train de dimensionner la semelle. Alors lorsque vous faites les choix ici, par exemple vous choisissez ces modèles ou bien l'autre ou bien ça, et quand vous allez lancer les calculs, l'inconvénient est que le robot va vous faire une représentation qui ne sera pas vraiment propre, qui ne sera pas visible. C'est-à-dire il y aura beaucoup d'armatures qui sera bien présentée là. Des fois, ça fait en sorte que la personne ne puisse pas faire une bonne lecture de ce qu'il a dimensionné, de ce qu'il a fait comme calcul. Alors moi, souvent, j'aime pas vraiment faire les choix à ce niveau, de manière à ce que je peux aller ajouter ça même sur AutoCAD. C'est-à-dire, après avoir dimensionné les projets et que j'ai le plan d'exécution, je peux importer directement ce plan d'exécution sur AutoCAD. Et à partir d'AutoCAD, je peux ajouter tout ce que je veux comme des informations supplémentaires. Alors si vous souhaitez faire comme moi, par exemple, vous refusez de faire les choix des filles, c'est juste question de cliquer ici. Lorsque vous cliquez ici, les trois sont figés. Cela revient à dire que vous avez fait donc aucun choix. Voilà. Et je viens maintenant ici, barre d'attente ici, liaison avec photo. Je peux prendre 8, tout comme je laisse automatique, ça dépend de la manière dont vous êtes en train de travailler. Nombre de barres d'attente, je laisse 4. Et puis forme ici. Au niveau des formes ici, sont des crochets. Ce sont des crochets. Alors nous savons très bien que lorsqu'on fait le projet, pour les cas, par exemple, le cas de la semelle, et aux extrémités de la semelle, on a besoin d'avoir les crochets. Alors si vous laissez comme ça par défaut, lorsque vous allez lancer le calcul, vous allez voir que le robot ne va pas ne va pas considérer les angles des crochets que vous voyez ici. Donc c'est-à-dire l'inconvénient est que lorsque vous allez lancer le calcul dans le plan d'exécution, lorsque vous allez vérifier le rendu, vous n'aurez pas les crochets aux extrémités de vos nattes. Alors pour avoir ça, qu'est-ce qu'il faut faire premièrement? Il faut venir ici, vous venez ici, vous allez d'abord décocher. Là on écrit crochet seulement si nécessaire. Vous décochez ça, vous allez cocher ici la longueur, et puis moi, à ce niveau, pour les cas de natte pour la semelle, je peux prendre même des crochets de 10 cm. Voilà, de 10 cm. Voilà ce que je fais, et puis je fais OK. Voilà, je fais OK. Et après, je viens ici, ça c'est définir dimension. Définir dimension ici, je n'ai rien touché. Je n'ai pas fixé, donc je vais laisser comme ça par défaut, par rapport au chargement, par rapport à la distance des charges, donc par rapport à l'effort normal, que moi j'ai utilisé ici. C'est-à-dire que quand je vais lancer les calculs, je vais voir d'abord les prédimensionnements que le robot va me donner. Donc en fait, c'est ça. Ici, je n'ai rien modifié. Excentricité, je sais très bien que je suis en train de dimensionner une semelle excentrée. Normalement, je dois paramétrer cela ici, mais comme je vous avais dit là, dans tout au début, je considère d'abord ma semelle c'est une semelle centrée, et après, je vais excentrer ça après.
Donc je laisse ça comme ça par défaut et j'en passe. Maintenant je suis là. Je viens maintenant ici au niveau de définir charge. Définir charge, je clique là-dessus. Définir charge. Alors à ce niveau, maintenant qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je clique. Une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Et puis je peux faire tout simplement Enter. Je fais soit Enter ou alors je peux directement quitter. C'était justement pour insérer donc la charge au niveau de, disons comment insérer ma descente de charge. Alors voilà. Et après maintenant je viens ici. Je viens ici, définir sol. Je prends définir sol. Alors définir sol à ce niveau ici, c'est juste question de définir en fait disons comment la stratification des sols. Alors tellement que par rapport à notre cas, la contrainte du sol est connue, nous allons directement insérer notre contrainte du sol. Mais bon, on peut toutefois ajouter aussi la nature du sol en place. Voilà ce que je fais. Voilà. À notre niveau, nous le savons très bien que nous sommes dans un terrain sablonné. Comme j'avais dit là, le terrain sablonné, donc il s'agit donc d'un terrain non cohérent, à compacité moyenne, dont la contrainte du sol varie de 0,2 MPa à 0,4 MPa, mais nous avons considéré 0,3 MPa comme contrainte moyenne. Alors, je viens maintenant ici, ça c'est argile et limo, je n'ai pas ce type de sol, je vais cliquer ici, et puis je descends un tout petit peu, voilà, je prends sable et grave lâche. Je prends sable et grave lâche. Alors si vous prenez sable et grave compact, c'est aussi bon, mais on suppose que vous avez vous avez un terrain sablonné, mais dans il y a aussi présent des graves compacts. Alors moi je considère que je suis dans un sol sablonné et où il y a présent des graves lâches. C'est ce que je prends. Voilà. Une fois cliqué, vous allez voir que le poids volumique va directement apparaître ici. Alors, maintenant, je viens ici, au niveau du niveau supérieur de la semaine, niveau 00, c'est là où je suis. Alors, niveau du fond de fouille. Niveau des fonds de fouille. Alors, ce sont des informations que vous allez justement introduire. Niveau des fonds de fouille. Si niveau des fonds de fouille par rapport à votre projet est de 1,50 m ou de 1 m par exemple, ou bien 1,50 m, c'est juste question d'introduire ici 1,50 m. Mais il faut introduire les signes moins, puisque là, ça va compter à partir du niveau 00 et vous descendez en bas. Vous descendez en bas, puisque niveau du fond de fouille, c'est-à-dire que c'est au fond vraiment au niveau 00 par rapport au fond de fouille. Donc en fait c'est ça. Et si par exemple vous êtes en train de faire un projet, où il y a aussi présent de l'eau, vous allez paramétrer. Voilà. Donc, si vous êtes en train de faire un projet, dans un terrain où il y a présent de l'eau, c'est juste question de cliquer ici. Vous allez cliquer, premièrement comme ça, vous cliquez. Une fois que vous cliquez, et puis vous allez donc insérer les informations concernant l'eau. C'est-à-dire les niveaux les plus hauts des eaux, c'est ce que vous allez insérer ici. Les niveaux bas, et vous allez également insérer ici. Mais par rapport à notre projet, en tout cas, c'est un projet, on suppose que nous travaillons dans les sols en place, ne présente pas ces désagréments, il n'y a pas un problème de l'eau, donc je vais décocher ça. Une fois décoché, et puis je vais appliquer. Quand j'applique, voilà ce que j'obtiens, et puis je ferme. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore introduit ma contrainte, je n'ai pas introduit la contrainte du sol. Alors maintenant, je viens ici. Comment peut-on introduire la contrainte du sol? J'allais vous montrer quelque chose ici. Je rentre d'abord ici, dans définir sol. Les versions anciennes, robot 2010, 11, ainsi de suite. À partir d'ici, on avait la possibilité d'introduire directement la contrainte du sol. La contrainte du sol de trois façons, soit des laboratoires, soit sous forme de courbes pluviométriques, ou encore vous insérez directement votre contrainte, ou vous les calculez à partir des laboratoires. Donc, il y avait trois possibilités de les faire à ce niveau. Mais les versions récentes comme 2017, 2015, je crois, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, on a amputé en fait cette option ici. Alors pour introduire dans votre contrainte, je ferme ici, je viens ici, géotechnique, option géotechnique. Une fois cliqué,
Voilà, une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Alors, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Les coefficients de sécurité, je laisse ça par défaut 1, 1, 1. Souvent, d'autres personnes travaillent avec un coefficient de sécurité de 1.25, 1.25. Mais moi, j'aime beaucoup plus utiliser les coefficients que Robot m'a donné de 1 tout simplement. Donc, au glissement, j'ai un coefficient de sécurité de 1. Au renversement, j'ai un coefficient de sécurité également de 1. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la contrainte. Alors, je suis là, je viens au niveau de la contrainte. Je clique pour introduire ma contrainte. Alors, maintenant, à ce niveau, vous avez premièrement la possibilité d'introduire la contrainte. Mais, ce qu'il faut savoir, si vous êtes en train de faire un projet dont vous ne maîtrisez pas la contrainte du sol, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de GC au laboratoire pour avoir vraiment l'exactitude ou la précision sur la contrainte du sol, il y a possibilité de calculer la contrainte du sol ici à partir des robots. Donc, Robot vous donne la possibilité de calculer la contrainte du sol. Vous allez donc calculer la contrainte du sol sans problème, puisque nous le savons très bien que pour faire les essais de laboratoire, c'est tellement coûteux, c'est vraiment trop cher. Alors, lorsque nous gagnons peut-être des fois des petits marchés, des petits projets, et lorsque vous demandez au propriétaire de vous donner peut-être, je ne sais pas, 10 000 $ ou au-delà de ça, de manière à ce que vous puissiez donc faire des essais au laboratoire, beaucoup parmi eux disent qu'ils n'ont pas d'argent. Alors, étant qu'ingénieur, vous êtes censé de pallier à ces problèmes. Vous n'allez pas vous dire que, comme tu n'as pas l'argent à me donner de manière à ce que je puisse faire l'essai au laboratoire, donc je laisse aussi les projets. Non. C'est-à-dire que vous allez quand même faire l'effort de calculer les projets. Alors, Robot vous donne la possibilité, même si vous ne connaissez pas la contrainte du sol, la contrainte du laboratoire, vous avez cette possibilité-là de calculer cette contrainte à partir des robots. Mais à une telle condition, il faudrait que vous puissiez, premièrement, avoir des informations sur la stratification des sols, donc comprendre, savoir en fait les sols en place. Alors, pour savoir les sols en place, premièrement, vous avez aussi plusieurs possibilités. Soit il y a possibilité de faire un descente sur terrain, vous descendez au terrain. Vous pouvez même faire ce que nous appelons les essais in situ, donc l'essai peut-être des carottages. Vous pouvez même creuser, vous creusez peut-être à une profondeur peut-être d'1 mètre, justement pour essayer un peu, voir même plus que ça, pour essayer un peu de voir, d'étudier en fait les comportements du sol. Par exemple, à une profondeur de 5 cm, nous avons par exemple une sol, peut-être un sable sélectionné. À 1 mètre, nous avons une sable compacté, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez ces informations, alors vous venez maintenant ici, dans Robot. D'abord, au niveau de définir sol, vous allez introduire ça ici. Vous introduisez ça ici. Il y a possibilité d'ajouter, vous cliquez juste ici, et puis vous ajoutez selon les comportements du sol, donc ce que vous avez vérifié au terrain. Alors, lorsque vous avez fini d'introduire, maintenant vous venez ici, dans contrainte. Maintenant, vous allez cocher laboratoire. Donc, vous prenez méthode de calcul laboratoire. C'est-à-dire quoi? Donc, Robot sera considéré comme votre propre laboratoire. Donc, lorsque vous allez lancer les calculs, Robot va directement calculer la contrainte du sol en fonction de tout ce que vous avez introduit comme la stratification du sol, information concernant le type de sol en place que vous avez, et puis Robot va vous calculer ça. Et vous allez voir tout ça, vous avez la possibilité de le voir au niveau de notre calcul. Alors, tandis que par rapport à notre cas, nous avons déjà une contrainte du sol, tout a été déjà bien calculé. Nous allons tout simplement insérer la contrainte du sol. Alors, comment faire pour insérer cette contrainte du sol? Alors, je viens ici, cette fois-ci, je ne vais pas prendre laboratoire, je viens ici, je ne prendrai pas également trait géométrique complète, mais je viens ici, je prends trait géométrique dit contrainte. Voilà, là je clique. Maintenant, à ce niveau aussi, beaucoup de gens commettent cette erreur. Alors, vous ne pouvez pas insérer directement la contrainte que vous avez ici. Si vous insérez la contrainte que vous avez ici, comme une contrainte admissible tout simplement, lorsque vous allez lancer les calculs, c'est-à-dire que Robot va vous donner une autre contrainte. Le Robot va calculer une autre contrainte. Donc, Robot suppose que vous avez considéré, la contrainte que vous avez insérée n'est pas une contrainte de calcul en ELI, mais plutôt c'est une contrainte admissible que vous avez insérée.
Alors, pour ne pas commettre cette erreur, qu'est-ce qu'il faut faire au moins? Il faut insérer correctement la contrainte que vous avez. Comment on le fait? Je viens ici, je clique, vous voyez, il y a ls et eli. Je prends eli, et puis je vais insérer ma contrainte en eli. Je sais que ma contrainte en eli, la contrainte est de 30 mégapascales. Voilà, ma contrainte est de 30 mégapascales. J'insère ma contrainte de 30 mégapascales, et puis je vais directement, je fais OK. Voilà, quand je fais OK, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et après, après ça, c'est tout. Je peux maintenant lancer les calculs. Avant de lancer les calculs, n'oubliez pas, je reviens toujours ici. Je prends paramètres du dessin. Je prends description des armatures, cocher nombre plus diamètre, longueur, espacement, description des armatures longitudinales. Et puis je viens ici, je prends échelle. Je laisse par défaut 1 sur 20. Tableau des armatures. Je prends nombre de pièces et type d'acier. Et puis je fais OK. Avant de lancer les calculs, ça dépend de vous. Vous avez même la possibilité soit d'enregistrer le fichier. Peut-être des fois la machine, des fois ça bug. Et puis lorsque vous enregistrez déjà les projets, ça sera une bonne chose. Vous pouvez soit enregistrer les projets comme vous voulez. Je peux créer ça formation par exemple. Je vais nommer ça formation. Voilà. Formation, et puis je fais OK. Alors, et après maintenant je vais lancer les calculs. Nous allons voir ce que le logiciel va nous donner. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Voilà, c'est-à-dire que après avoir paramétré, faire tout ce que moi je fais, voilà ce que le logiciel m'a donné. Et ainsi que après calcul, voilà ce que le logiciel m'a donné, y compris les prédimensionnements et autres. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier maintenant le prédimensionnement que le robot m'a donné et celle que moi j'avais calculé. Et si cela est correct, je peux le laisser comme ça. Mais par contre, j'ai la possibilité soit de modifier. Je viens, je clique ici. À partir d'ici, maintenant, je prends dimension. Voilà. Je vois que c'est presque la même chose. Mais je vais quand même insérer le prédimensionnement que moi j'avais calculé à la main et voir ce que le robot pourra me donner. Alors je suis là, je viens ici, j'introduis d'abord les dimensions que j'avais trouvées ici. Donc les A que moi j'avais trouvé c'était les combien? BX ici, je prends donc BX est égal à 1 mètre, attention, c'est 1 mètre, est égal à 1 mètre, et le B est égal à 0,80, et puis je vais fixer les deux, je fixe, alors la hauteur de ma semelle est de 25 cm, absolument. Le robot m'a donné aussi 25 cm après prédimensionnement, donc c'est bon, je vais considérer ça, je laisse ça comme ça par défaut. Voilà, je laisse par défaut. Alors, maintenant, les HD ici, je peux dire que ma profondeur de bon sol, ma profondeur de ficolone est de 1,50 m par exemple. Je prends par exemple 1,50 m, je vais voir ce que le robot va me donner. 1,50 m, je vais fixer les tout. Et puis à ce niveau ici, voilà, je laisse comme ça, donc ma section de ficolone est de 20 x 30. Ok, et puis j'applique. Voilà, je vais d'abord lancer les calculs pour voir ce que le robot va me donner. Voilà, donc c'est pour dire que c'est bon, c'est pour dire que c'est correct. C'est correct, ce que je viens de faire, c'est correct. C'est-à-dire, c'est justement pour dire que les prédimensionnements que le robot m'avait donné,
n'était pas mauvais. Même les prédimensionnements que moi j'avais fait à la main, c'était vraiment hyper correct. C'est pour cela que, en vérifiant, vous avez remarqué que le robot m'a donné presque le même prédimensionnement, de même valeur que moi également j'ai trouvé. C'est presque à peu près. Alors si par contre que vous avez donc il y avait par exemple une erreur lorsque vous avez prédimensionné, vous allez voir qu'au moment où vous allez insérer vos valeurs, le robot ne va pas calculer la structure. Il y aura des informations que le robot va nous donner par rapport à cela. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer concernant les dimensionnements de notre semelle. Mais n'oubliez pas que jusqu'à présent, nous avons dimensionné tout simplement une semelle. Nous avons dimensionné une semelle, mais tandis que nous voulons dimensionner une semelle excentrée. Alors comme nous sommes déjà presque à 25 minutes, nous allons nous arrêter ici. Et puis, partie 3, c'est là où nous allons maintenant excentrer notre semelle déjà dimensionnée. Merci de votre disponibilité. C'était votre humble formateur, Jean-Sim Kunga. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors, ce que je vais vous demander, prière de liker le vidéo, partagez-le également. Et vous avez même la possibilité de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Jean-Sim Kunga. Vous abonner, comme ça vous n'allez pas rater les vidéos. Lorsque vous vous abonnez, vous allez donc activer la cloche de notification qui pourra vous aider de manière à ce qu'à chaque fois que je serai en ligne ou en direct, ou à chaque fois je vais mettre une vidéo en ligne, et vous serez notifié par rapport à cela. Merci beaucoup de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.